Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un premier épisode du maintien, épisode qui va correspondre au cycle 2026-2028. Donc on va revenir un petit peu sur les points, qui a bien démarré la saison, qui a eu un petit peu plus de mal. On parlera de ça pour les garçons, mais également pour les filles. C'est désormais la nouveauté. Du côté des vidéos, on fera un poids à la fois de chacun des classements. Alors du côté des garçons, ça passe avec vélo futé. Du côté des filles, par contre, on sera avec Pro Cycling Stat. Vu que sur vélo futé, il n'y a pas la même chose pour le cyclisme féminin. Vélo futé fait pas grand chose, même pour le cyclisme féminin. Ce serait peut-être un truc à creuser là-dessus pour le site. Donc on va revenir sur qui a bien performé, qui a eu un petit peu plus de mal, qui est dans la zone rouge déjà, et même bien profond dans la zone rouge. On parlera notamment d'une équipe qui a un peu plus de 20 ans d'âge. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, qui vous inquiète, qui vous a surpris du côté des formations ce début de saison. Si vous avez les moyens et vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également booster cette vidéo, ça c'est sur mobile, 3 fois gratuitement par semaine. Et on commence tout de suite avec donc vélo futé, le classement chez les hommes. Et sans grande surprise, on va pas se mentir, c'est la UAE qui est aux avant-postes. La UAE est en tête, UAE Team Emirates XRG, avec le nom complet, et qui a déjà démarré la saison un petit peu comme les années précédentes, notamment avec la victoire sur Milan-San Remo, parce que je rappelle le classement est à jour de ce mardi, donc vraiment on est sur un classement qui est tout chaud. Et ben oui, victoire à Milan-San Remo, victoire au Strade Bianche, vous rajoutez à ça un Isaac Del Toro qui gagne Tirreno Adriatico. En fait, le seul raté, ça a été Paris-Nice du côté de cette formation, mais on a marqué déjà énormément de points pour cette structure UAE Team Emirates. Donc on est à 7953. Alors l'an dernier, j'avais fait une vidéo, c'était début avril, donc je me base sur ces chiffres-là pour vous dire si on est un petit peu en avance ou en retard par rapport à l'an dernier, puisque la vidéo était faite, je crois, une dizaine de jours après. Oui, c'était le 1er avril, voilà, c'était les points du 1er avril, donc voilà, il y a 6-7 jours d'écart. Donc du côté de la UAE, eh bien, le 1er avril, on était à 7907 à l'époque. Donc vous voyez qu'on est même un petit peu plus performant que l'an dernier, mais c'est le cas de pas mal d'équipes. On a démarré sur les chapeaux de roue du côté de la UAE. Après, c'est pas une surprise, certes, vous avez Pogacar, mais bon, vous avez pléthore de talents derrière dans l'équipe. Et comme on prend les 20 premiers, je rappelle le classement UCI, ce sont les 20 premiers marqueurs de points dans chaque formation. Mais chez UAE Team Emirates, en gros, les 20 premiers marqueurs de points, t'as que des grands noms, quoi. T'as que des grands noms. Donc c'est assez facile d'être aux avant-postes. Et puis on sait qu'UAE démarre toujours de manière costaud ces saisons, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, pour la Visma Leasebike, qui démarre un peu plus timidement. Donc c'est ce qui fait également la grosse différence de cette équipe qui a déjà quasiment 3000 points d'avance sur tous ses adversaires, qui a marqué plus du double de points de beaucoup de formations. Il y a quasiment plus de la moitié des formations qui ont marqué la moitié des points ce qu'a marqué la UAE. Donc c'est ça qui est quand même assez impressionnant du côté de cette structure. C'est certes, on dit toujours il y a Pogacar, mais c'est pas seulement Pogacar, c'est tout le collectif qui est vraiment très très fort. Et ça, je le dis tout le temps. Deuxième, eh bien, une équipe qui, là, également, a démarré extrêmement fort. C'est la Red Bull Bora Hansgrohe. Vous voyez, 4946 points de marqués en cette saison 2026. Je rappelle que les années précédentes, en 2025, on était à 14 000 points, 17 000 en 2024, 13 000 en 2023, en sachant qu'on a fait, on va dire, à peu près un quart de la saison. On serait plutôt aux alentours des 17-18 000 points en fin d'année. Donc on est largement en avance par rapport aux années précédentes. Je peux même vous dire le score donc de l'an dernier à peu près, encore une fois, à la même période du côté de cette structure Red Bull, on était à 3547 points. Donc il y a quasiment 1500 points d'écart
en termes de points, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû déjà à du Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, il a gagné en Espagne depuis le début de saison. Donc ça déjà, ça marque des gros points. Bon, vous avez un peu d'autres coureurs qui ont été performants, et notamment la deuxième place sur Paris-Nice de Daniel Felipe Martinez. L'étape de Bourges-Huchon, où ils font 2, 3, 4 également, ça marque des points. Alors certes, c'est 10, 15, 20 points, mais ça marque des points. Vous avez également du côté de cette structure allemande des coureurs qui ont été efficaces, je pense notamment aux coureurs néo-zélandais. J'ai oublié son nom là, donc le coureur néo-zélandais de cette formation. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'effectif, même en détail, je vais vous donner un petit peu les chiffres de qui a été très performant du côté de ce début de saison à la Red Bull Bora Hansgrohe. On s'aperçoit que parmi les gros marqueurs de points en ce début de saison, on a certes Remco Evenepoel, j'avais oublié Giulio Pellizzari, également Laurens Pitty, voilà, c'était lui que je cherchais. Il y a Jordi Meeus également qui est déjà quasiment à 500 points marqués. Vermeersch en a marqué plus de 300 par exemple. À l'inverse, un Lipovitz n'en a pas marqué beaucoup pour le moment. Van Gils aussi, Jane Lay, Lorenzo Finn par exemple n'en a pas marqué tant que ça, mais déjà on est sur un effectif avec une trentaine de concurrents, et puis là aussi il y a du talent dans cet effectif, et j'ai envie de dire, du côté de la Red Bull Bora Hansgrohe, on avait toujours été un petit peu déçu de son classement ces dernières années. Je me souviens même une année, l'équipe était 13e au classement UCI, c'était un peu la catastrophe, alors qu'il y avait de l'argent derrière. L'équipe est enfin au niveau auquel elle espérait il y a quelques années, quand on a recruté Roglic, quand on a fait venir Red Bull, que Red Bull a racheté la structure de cette formation. L'idée était quand même d'obtenir énormément de points à l'avenir. Et c'est enfin le cas du côté de sa structure. Donc ça fait plaisir pour cette formation. Mais c'est vrai qu'on a déjà 3 coureurs qui ont marqué plus de 500 points, Martinez, Pellizzari et Evenepoel, et puis 2 autres qui sont à plus de 400 points, Jordi Meeus et Primoz Roglic. Donc ça fait beaucoup de points marqués par cette structure. Beaucoup d'équipes aimeraient être à ce niveau-là. En termes de points UCI, ça c'est clair et net, et on est largement mieux que les années précédentes. Là aussi, il y a pas de souci là-dessus. Astana, dans les mêmes eaux que l'an dernier, parce que Astana avait démarré très fort l'an dernier. Je rappelle, avec maintenant ils utilisent en fait des personnes et de l'IA pour savoir sur quelle course aller. Voilà, pour essayer de maximiser leur nombre de points. Donc c'est vrai que là, ils ont une avance par rapport à d'autres formations de ce côté-là, parce qu'ils se sont retrouvés aussi au pied du mur. L'an dernier, je rappelle, ils commencent la saison, ils ont quasiment 5000 points de retard sur la relégation, ou sur le premier relégué. Donc il fallait marquer énormément de points. Et en gros, ils s'étaient mis à faire ça du côté d'XDS Astana. L'avance qu'ils ont, ils l'ont toujours aujourd'hui au niveau de ces méthodes pour participer et pour essayer de maximiser leur participation en termes de points. On notera quand même des victoires intéressantes, notamment je pense à Marcelluti qui a battu Jonathan Milad. On a Scaroni qui a fait un énorme début de saison comme l'an dernier, mais qui ne s'est pas fait la clavicule, contrairement à la saison dernière. On a Terrada également qui avait été très efficace, et puis Marcelluti, Max Canter du côté des sprinters. Guillermo Thomas Silva également qui a été efficace hier, 4e de la première étape du Tour de Catalogne. Donc ça fait déjà quand même pas mal de points accumulés par cette structure. Je crois qu'on est à 3000. On a combien même de points accumulés? On est à 4170 points de marqués déjà par cette structure sur l'année 2026. Donc on est assez proche de ce que la formation avait fait l'an dernier, et comme on passe devant Astana, devant la Visma par exemple du côté d'Astana. Voilà, on passe devant
pas mal de formations devant la Ineos par exemple qui n'a pas fait un grand début de saison. Donc c'est vraiment pas mal du côté d'XDS Astana, mais avec là encore un gros collectif du côté de cette structure et puis qui a ce système de calcul de points pour essayer de maximiser les choses et vraiment de marquer un maximum de points. On poursuit, troisième équipe, quatrième pardon équipe, c'est la Visma Leaseback. Alors quatrième, la Visma Leaseback, 3939 points. L'an dernier, à peu près la même période, eh bien, on était du côté de la Visma à 3219, c'est-à-dire que nous sommes même un peu mieux du côté de cette structure. Voilà, on a réussi à récupérer 700 points supplémentaires, ce qui est vraiment pas mal, en sachant que la Visma, comme je le dis assez souvent, c'est une équipe qui démarre mollo ces débuts de saison. Hein. On sait que leur objectif est souvent de garder au chaud et de garder en stage leurs leaders, ce qui fait que leurs leaders ont tendance à démarrer très tard la saison. Je pense notamment à un Vingegaard, mais même à d'autres coureurs de cette structure, parce que l'objectif, il est de conserver au chaud ces leaders un maximum. On a recruté pas mal de monde, hein, du côté de la XDS Astana pour cette saison. Il faut également le souligner, hein, notamment des Louis Barret, mais qui pour le moment n'ont pas marqué énormément de points. On notera quand même déjà un Christophe Laporte à plus de 300 points. C'est vrai que ça avait manqué l'an dernier. Christophe Laporte qui avait eu pas mal de soucis physiques. On notera aussi la victoire de Vingegaard sur le dernier Paris-Nice. Matteo Jorgensen qui fait quand même 2 de Tirreno Adriatico. Donc ils ont pas perdu, ils ont marqué plus de points sur cette période-là que l'an dernier. Et puis vous avez toujours Matthew Brennan, le sprinter de cette formation, le Britannique, qui là aussi a été plutôt bon, même si il doit encore travailler sur sa capacité à frotter, mais il a été plutôt bon. Par contre, hein, il y a des coureurs qui doivent encore progresser. Hagenes, hein, certes beaucoup à l'avance début de saison, mais qui n'a pas marqué beaucoup de points. Il serait à 34 points UCI seulement de marquer. Un Axel Zingé, là aussi 126 points UCI et un peu plus transparent, mais pour l'instant début de saison intéressant et plus intéressant que les années précédentes du côté de la Visma. On sent que le fait de commencer vraiment mollement et certaines années du côté de cette structure, c'était vraiment ça se voyait énormément que l'équipe démarrait vraiment très très faible en termes de nombre de points. Ils ont peut-être essayé de corriger un petit peu la donne. Et puis on n'oubliera pas Van Aert également, hein, qui a fait 3e de Milan-San Remo. Ça fait des gros points, un monument. Hein. Je rappelle qu'un monument, c'est 800 points pour le vainqueur en termes de barème. C'est énorme. Les monuments, c'est grosse classique. Là, c'est vraiment énorme en termes de points UCI. Donc c'est vrai que quand vous arrivez à être efficace sur ces courses-là, tout de suite, ça se voit au niveau du classement par équipe. Donc plutôt un bon début de saison hein, du côté de la Visma, avec ses 3939 points de marqués du côté de la formation néerlandaise. Dans les bonnes surprises, on parlait de la Red Bull, qui a marqué beaucoup de points en ce début de saison. C'est également le cas hein, de la Bahreïn Victorious. La Bahreïn Victorious, cette année, nous sommes à 3599 points de marqués. 3599 points de marqués. L'an dernier, on était seulement à 2971. Là aussi, un écart quand même significatif, quasiment 600 points supplémentaires de marqués, alors qu'on est encore une fois plus tôt dans l'année, hein, on est 7-8 jours plus tôt dans la saison par rapport au point de comparaison que j'ai qui était du mois d'avril 2025. C'est un bon début de saison, notamment marqué par Lenny Martinez qui a été extrêmement efficace en termes de points. On notera aussi du côté de cette équipe, c'est quand même Tiberi qui a marqué des points, 895 points de marqué au niveau du classement UCI selon Pro Cycling Stats pour Antonio Tiberi qui avait été quand même très transparent en 2025, et puis même Buitrago est déjà à plus de 500 points de marqué. On rajoute à ça la victoire d'Alex Segart au Grand Prix de Denain, là aussi ça fait des points, et sur un format de course
où on va pas se mentir, l'équipe n'était pas véritablement très efficace ces dernières années sur les classiques flandriennes. On rajoute à ça du Zambanini également, Afonso Euladio qui marque 140 points. Au final, il y a beaucoup de coureurs même qui ont marqué déjà des points dans cette équipe et de manière surprenante, vous avez quand même des coureurs qui ont marqué peu de points. C'est le cas de Bauhaus qui n'a marqué que 100 points, le sprinter allemand. Caruso, 40 points, mais aujourd'hui il est quand même beaucoup plus équipier. Et puis Pello Bilbao qui a également un rôle d'équipier qui est aussi à moins de 200 points de marqué. Mais on a déjà le 10e coureur, donc qui est Phil Bauhaus, est déjà à 100 points de marqué. C'est-à-dire que quand même, il y a beaucoup de coureurs qui ont réussi à se faire déjà un petit pécule de points en à peine 3 mois et demi de saison. Donc là, même pas 3 mois et demi, 3 mois de saison. Donc là, c'est plutôt pas mal du côté de ces formations-là. Et puis on a retrouvé ses leaders. Alors c'est vrai que l'an dernier, Lenny Martinez était là, mais on avait un peu que Lenny Martinez en montagne qui marquait des points. Là c'est le cas de Tiberi, c'est le cas de Buitrago. Ça change quand même la donne pour la Bahreïn Victorious. Vous voulez même voir un petit peu la comparaison par rapport aux années précédentes du côté de cette structure. On est plutôt en avance du côté de la Bahreïn Victorious parce que alors on est je pense au niveau de l'année 2023, c'est-à-dire 15 788 points. On est dans ces eaux-là, mais on est largement mieux qu'en 2024 et 2025. 2024, 9005, 2025, 10 900 points de marqués. Donc là, c'est plutôt très intéressant du côté de cette structure, ce bon début de saison, donc qui se confirme en termes de points UCI pour la Bahreïn Victorious, et ça fait plaisir pour cette équipe, et ça montre surtout que on n'est pas obligé d'avoir le plus gros budget. Bahreïn, c'est un beau budget, mais c'est pas le plus gros budget du World Tour. Si on travaille efficacement, ce qu'arrivait à faire la Soudal Quick-Step, notamment dans les années précédentes, eh bien, on peut essayer, alors pas de rivaliser avec la UAE, difficile de rivaliser avec la Visma, mais on peut essayer de viser 5e, 6e place sur ce cycle de 3 ans. Ça, c'est faisable du côté de ces structures-là. 6e équipe, la Jayco Alula. Jayco Alula qui a marqué en cette année 2026 pour le moment 3511 points du côté de la structure. La Jayco Alula qui l'an dernier, il faut que je retrouve ça, elle était bien plus bas. La Jayco Alula l'an dernier, elle était à 2113 points. En avril, donc on est largement en avance, 1400 points de marqués en plus, c'est quand même là beaucoup du côté de cette structure. Sur un an, la variation est assez impressionnante du côté de cette équipe. Sachant que les équipes de World Tour ont tendance à avoir marqué tous un peu plus de points. Donc déjà, quand vous êtes stable ou inférieur à l'année précédente, mais même genre de 10 points, ça veut dire que vous êtes vraiment moins bien en termes de résultats, parce que étant donné que DSM n'a pas marqué beaucoup de points, ça a aidé pas mal de structures à remonter dans le classement. Du côté donc de cette équipe de la Jayco Alula, c'est un bon début de saison, et ça c'est quand même intéressant pour cette équipe, parce que ça fait plusieurs années. Alors, elle est juste avant les équipes qui sont vraiment en zone rouge, mais elle est obligée quand même de choisir un peu ses courses. En plus, on a perdu quand même Groenewegen, qui marquait quand même pas mal de points sur le dernier cycle de 3 ans, Groenewegen. Certes, il ne gagnait peut-être pas forcément sur les grandes courses du calendrier, mais il avait quand même marqué pas mal de points. Dylan Groenewegen. Donc là, c'est quand même vraiment pas mal ce que fait la Jayco Alula avec ses 3511 points. L'an dernier, c'était moins de 9000 points de marqués par cette structure. Je rappelle qu'on a fait que 3 mois de saison. Donc en gros, on n'est même pas encore dans le premier tiers. Donc on est en avance. On est en avance par rapport à cette saison-là, des 8700 points, et on est plutôt bien placé si on regarde les 10 591 ou 10 007 des 2 années précédentes, on est plutôt, même je dirais, peut-être légèrement au-dessus de ces points-là. Alors du côté de la Jayco Alula, qui a marqué beaucoup de points dans cette structure en cette saison 2026, eh bien, Mauro Schmid, c'est déjà quand même plus de 1000 points de marqués
en 3 mois. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Bien entendu, Andrea Vendrame également, le changement d'air de la Décathlon lui a fait beaucoup de points. 700 points quasiment de marqués, on est à 698. La surprise, en fait, c'est que Luc Plapp n'est pas le meilleur de l'équipe, et pourtant, on a quand même pas mal vu Luc Plapp. Il est troisième à 634. Par contre, eh bien là, il y a seulement 7 coureurs qui ont marqué plus de 100 points. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de coureurs qui n'ont pas encore été excellents, ou certains qui ont eu un rôle de leader. Hein. Là, je vois Alessandro Covi, par exemple, qui est à 41 points marqués, mais Alessandro Covi, on l'a quand même beaucoup vu à Tirreno Adriatico, et la surprise, c'est Ben O'Connor. Ben O'Connor, il n'a marqué que 113 points, 135 également seulement pour Michael Matthews, mais qui a très peu couru, au final, Michael Matthews. Alors Ben O'Connor, on verra ce que ça donnera sur ce Tour de Catalogne, est-ce qu'il arrivera à augmenter un petit peu ce pactole, mais assez impressionnant quand même, Mauro Schmid, hein, le Suisse, en ce début d'année, avec plus de 1000 points de marqués. Donc ça, c'est quand même assez bien de la part du coureur 6. Ça veut dire qu'il a été très efficace, en sachant qu'en plus, c'est pas des points marqués par un classement général sur un Paris-Nice, sur un Tirreno, sur une place à Milan-San Remo, par exemple, qui aurait pu expliquer ce grand nombre de points marqués. Donc, c'est-à-dire qu'il a été efficace sur plusieurs jours de course. Hein. Ça n'a pas simplement fait sur 1 ou 2 jours, non, ça a été sur plusieurs jours de course de la part de Mauro Schmid. On note aussi qu'Averly est à 91 points, même si on l'a un petit peu plus vu en ce début de saison 2026 du côté de cette structure. Et par rapport à d'autres formations, on notera que pour le moment, on a déjà 20 coureurs qui ont marqué des points, même si Patrick Gamper, c'est seulement 10 points de marquer. Par exemple, dans cette formation, eh bien, je vois Dries de Bondt est à 0 points, par exemple. Durbridge seulement à 3 points, également dans cette formation. Mais pas mal quand même, Mauro Schmid. Je m'attendais pas à autant. Vendrame, on l'a beaucoup vu ces derniers jours. Donc je savais qu'à Tirreno, ça avait marqué, et également avec une belle place d'honneur sur Milan-San Remo. Mauro Schmid, un peu plus surpris. Mais voilà, c'est bien de faire ces classements des points. Ça permet de voir qui a vraiment bien performé, qui a été un petit peu plus en difficulté en ce début de saison. On poursuit après la Jaïko Alula avec la Décathlon, première équipe française, hein, donc il y a vraiment une différence maintenant assez nette entre la Décathlon et la Groupama. Pour tout vous dire, la Groupama n'est pas excellente en ce début de saison. 8e, je dirais qu'ils sont à leur place. Alors certes, Astana est devant, la Bahreïn est devant, hein, pour des équipes qui ont des budgets... puis Jayco pour des équipes qui ont des budgets similaires, mais ils sont quand même devant Ineos, devant également NSN, par exemple, du côté de Decathlon. 3365 points de marqués. L'an dernier, à la même période, on était à 2156. Hein. Par contre, on est en retard par rapport à l'année 2024, l'arrivée du sponsor de Decathlon et l'arrivée des vélos Van Driesel, où là, il y avait eu un boom dans les résultats dès le début de saison. Ça avait été assez extraordinaire. L'an dernier, c'est avec Decathlon, avait démarré un petit peu plus mollement sa saison. On est quand même sur un exercice qui est pour le moment tout à fait correct, hein, du côté de cette structure, en sachant qu'on a eu quand même pas mal de blessés, pas mal de coureurs absents. Je pense à Olaf Koy, par exemple. Je pense également à Richie Tello, qui a repris au Tour de la Provence, mais qui n'avait pas couru depuis le Tour de la Provence. Donc dans les gros marqueurs de points, bien entendu, il y a un coureur français, hein, c'est Paul Sexas, qui a marqué 860 points, mais ce n'est pas le plus gros marqueur de points. Il y a Andresen qui est devant, le Danois, qui a été très très efficace en ce début de saison, avec déjà 950 points de marqué, donc devant Paul Sexas qui est à 860, les points d'Estrade Bianche et aussi de ce qu'il a fait sur la classique Ardèche. Et puis on a en troisième Paul Lapera devant Félix Gall et Richie Tello 5e dans ce classement. On notera le faible nombre de points pour le moment de Nicolas Prodhomme. On est seulement à 65 points de marqué, donc c'est moins que l'an dernier, hein, du côté du coureur français. Aurélien Paré-Peintre également n'a pas encore passé la barre des 100 points, comme Pierre
Gauthera, et puis Stéphane Bisseger, lui, n'en a marqué que 9 pour le moment du côté de cette formation. Et Johannes Stone-Mittet, lui, n'en a pas encore marqué des points UCI. Donc c'est peut-être aussi sur ces coureurs-là, on espère que ça va monter en puissance, et aussi sur l'arrivée d'Olaf Koy, hein. Ça, c'est vrai qu'on l'attend avec impatience chez Decathlon AG2R, parce que Chesbol, il a fait ce qu'il pouvait, mais normalement, c'était pas lui leader au niveau des sprints. Alors, Andresen a été au-delà des espérances, je pense même, de l'équipe, mais Olaf Koy, on l'attend maintenant à ce qu'il court, hein, le coureur néerlandais, lui qui a eu un virus. Voilà, en ce début de saison. Donc on va voir comment ça va se passer la reprise du côté de ce coureur. Mais pour l'instant, Decathlon AG2R, quand on voit quand même qu'il y a eu pas mal de blessés dans cette équipe, c'est un début de saison tout à fait correct, voilà, que réalise l'équipe française. Là, une équipe qui est décevante en ce début de saison. Je m'attendais pas à ce que l'écart de points, à ce que la perte de points soit aussi importante. C'est Ineos. Et oui, Ineos seulement 8e au niveau des classements équipes. J'avais dit, oui, il y a Decathlon et 7, hein, pas 8. J'ai dit 8, je crois. Decathlon et 7, je me fais avoir avec le tableur de l'autre côté, mais il y a des lignes voilà, qui sont pas comptabilisées. Donc, du côté d'Ineos, 8e avec 2385 points. Or, je rappelle que l'équipe a quand même effectué un énorme recrutement et que l'an dernier, Ineos, si j'arrive à retrouver les points, c'était 4433 points de marqués en avril. Donc on est largement en retard. On a marqué seulement la moitié de points de cette année 2025. On est loin des 17 000 points de 2023. Pourtant, on a beaucoup recruté. Oscar Hanley, on a recruté également Kevin Vauquelin, notamment du côté de cette structure. Dorian Godon, qui a quand même pas mal marqué de points avec ses victoires. Mais à l'inverse, vous avez des coureurs qui sont assez transparents en ce début de saison. C'est avec Philippe Ogana, c'est seulement 115 points de marqué, donc on est bien en dessous de ce qu'il avait fait l'an dernier. Kevin Vauquelin, malgré un gros début de saison, il est seulement à 444 points. Et c'est le meilleur marqueur de points de l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'a aucun coureur de cette formation qui a dépassé les 500 points marqués. On le voit dans toutes les grosses structures précédentes, je vous dis à chaque fois, Andresen c'est 950, Mauro Schmidt c'est 1000, on est entre 900 et 1000 quoi pour les meilleurs coureurs de l'équipe. Là on est seulement à 444, donc ça fait un vrai écart en termes de points. Et puis vous avez des coureurs qui sont transparents, par exemple Egan Bernal, seulement 180 points de marqué, et pourtant c'est le 4e meilleur marqueur. Là, vous voyez quand même que l'équipe a un peu du mal. Alors, Dorian Godon, c'est 282 points. Mais c'est vrai que comme ce sont que des victoires d'étape et pas des courses d'un jour, eh bien, ça score pas énormément. C'est le désavantage un petit peu de ce système de points UCI qui est pas totalement équilibré encore entre courses par étape et classiques d'un jour. Les classiques d'un jour, elles rapportent plus. Donc, ça montre aussi peut-être que du côté d'Ineos, il va falloir être plus efficace dans le choix de course. Quand vous avez un courant en forme, faut qu'il arrive à marquer un peu plus de points que cela. On notera aussi qu'Axel Laurent, c'est seulement 24 points de marqué en ce début de saison. Ça, c'est assez faible. L'Angelotti, c'est 0. Lorenz de plus, c'est 0. Voilà. Tobias Foss, c'est 0 aussi au niveau de ce collectif. Et Andro-Auguste, je vous disais, les courses par étapes, ça rapporte pas beaucoup de points. Andro-Auguste, qui pourtant a remporté ses premières victoires en carrière, eh bien c'est seulement 60 points marqués. Et oui, donc c'est pas énorme. Donc heureusement qu'on a Kevin Vauquelin, Dorian Godon. Oscar Hanley, il est à 150 points parce qu'il a assez peu couru. Il va falloir maintenant réussir à augmenter, à accélérer le rythme du côté de la structure britannique, parce que pour le moment, on n'est pas hyper efficace au niveau des points aussi. Alors on n'est absolument pas en danger, hein. Déjà parce qu'il y a DSM qui va sauver pas mal de formations, mais on a encore énormément de marge par rapport à la zone rouge du côté de la Ineos. On a, je pense, 500-600 points de marge par rapport à la zone rouge déjà. Et je pense que l'équipe va réussir à accélérer le rythme. 9e, la Uno X.
pas mal la Uno X, hein, la structure norvégienne, qui ne fait pas beaucoup de bruit, on va pas se mentir, mais qui est toujours très régulière dans ses résultats depuis 2 ans et demi. Hein. En gros, ça a commencé, je dirais, à démarrer très fort, moitié d'année 2024, et depuis, ils sont quand même sur un bon tempo. Je rappelle qu'ils ont réussi en 2025, notamment à devancer Cofidis. Au global, sur les 3 ans, ils ont devancé Cofidis, il faut le rappeler. Et sur l'année 2025, ils étaient vraiment très bons en termes de nombre de points. Si on compare même au nombre de points marqués l'an dernier, du côté de la Uno X, on était à 2852, donc on est un petit peu derrière hein, pour la Uno X, hein, 500 points de marqués en moins. C'est vrai que, comme je disais, discret depuis le début de saison, ça score, mais c'est discret. Il y a peut-être pas eu forcément ce top résultat jusqu'à maintenant dans cette formation. Si on regarde les points, hop là, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Si on regarde les points de cette structure, en termes de victoire, on n'est qu'à une seule victoire. Belikra sur la 4e étape du Tour de Man. Il y a eu Tobias Allan Johannesson qui a été très fort. Avec notamment un très bon Tirreno Adriatico de la part de ce coureur. On a eu plus de mal par contre au niveau du sprint, je pense notamment à Vareskjold, mais c'est vrai que les sprinters n'ont pas forcément été efficaces. On est très dépendant quand même de Tobias Allan Johannesson hein, pour le moment en ce début de saison, qui a quand même marqué déjà plus de 700 points, encore une fois sur à peine plus de 2000 marqués par cette structure. Et c'est vrai que les sprinters, hein, Vareskjold, c'est 20 points seulement. Torsten Trahen également, 20 points UCI seulement marqués. Donc là, il va falloir être plus efficace hein, pour ces coureurs-là. Et même un Jonas Abrahamsson, bon, pour l'instant, c'est 67 points UCI. Donc là, c'est un petit peu plus calme que l'an dernier. Après, c'est vrai que l'an dernier, l'équipe avait fait un très bel été. Hein. Il faut s'en rappeler aussi, que ça soit Jonas Abrahamsson, la victoire sur le Tour de France, Tobias Allan Johannesson, qui avait été très efficace sur le Tour de France et sur le Critérium du Dauphiné, gérer un été qui avait été réussi. Mais on avait eu Søren Vareskjold qui avait remporté le Etniesblatt en 2025. Et là, on n'a pas réussi la même performance, on n'a pas réussi à réitérer la même performance. Et je dirais, c'est plutôt le pôle sprint pour le moment, qui est un petit peu en recherche de sensations, en recherche de points du côté de cette structure. C'est là où je pense qu'on va pouvoir un petit peu augmenter le rythme du côté de cette structure, parce que là, pour le moment, c'est un petit peu décevant du côté de ce pôle sprint. Donc, pour le moment, en baisse sur un an du côté de cette formation Uno X. On poursuit avec une autre équipe. Une belle surprise grâce notamment à Thomas Pidcock, c'est Pinarello, Q36.5, 2303 points de marqué. Milan San Remo a bien aidé encore une fois avec cette formation. Alors l'an dernier, faut que je descende très bas pour cette structure parce que oui, j'ai les points, voilà, seulement maintenant. Q36, ils avaient marqué 1984 points l'an dernier au mois d'avril, au 1er avril. Donc là, ils sont à 2303, donc c'est mieux. 400 points de marqués en plus, ce sont les points hein, de Thomas Pidcock, hein, on va pas se mentir, parce que c'est vrai que c'est un peu le problème de cette structure. Pinarello Q36, c'est que pour le moment ça manque de collectif, ça manque de points marqués par le collectif hein, tout simplement. Les 2 victoires de l'équipe, c'est Pidcock, et Pidcock, c'est quand même la moitié des points, plus de la moitié des points de cette formation. Je rappelle, hein, 2300 points à peu près de marqués, 1326 par Thomas Pidcock. Et après, De Gent, deuxième meilleur marqueur de l'équipe, on n'est même pas à 200 points. Vous voyez, il y a vraiment un gap énorme. C'est un peu comme Alpecin qui est dépendant quand même de Van Der Poel et de Jasper Philipsen. Du côté de la Q36, de la Pinarello, on est extrêmement dépendant de Thomas Pidcock. On notera du côté de cette formation qu'Eddie Dunbar n'a marqué que 23 points pour le moment, que Fred White, c'est pas foufou non plus. Fred White, c'est 16 points seulement de marqué par le coureur britannique, on pouvait en attendre plus. On a également parmi les coureurs qui ont peu marqué de points, un Thomas Gloag hein, qui est pas encore à 100 points marqués sur l'année.
Quinton Hermans, lui, est à 135, il est quatrième meilleur marqueur de l'équipe. Donc voilà, il y a des petites déceptions du côté de cette structure. Chris Harper, 26 points seulement. Hein. Donc il va falloir vraiment densifier ce collectif, réussir à ce que on ne soit pas seulement dépendant des résultats de Pidcock. Et puis, je parlais de densifier le collectif, mais même pour accompagner Pidcock. J'en ai parlé sur Milan-San Remo, où c'est vrai que j'ai trouvé... on peut le dire, parce que je crois que j'en ai pas parlé dans la vidéo. J'en ai parlé dans les commentaires, mais j'en ai pas parlé dans la vidéo. Mais c'est vrai que Pidcock avec je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo. Des fois, j'ai des trous de mémoire. Mais Pidcock a été pas forcément extrêmement bien accompagné sur cette épreuve. Dans le final, il était un petit peu tout seul et il pouvait pas jouer. Je disais sur l'ogre de tête en termes de stratégie, il pouvait pas dire j'ai un équipier derrière. Il y en avait plus. Donc c'est là où il va falloir travailler. C'est encore une fois que le collectif se mette maintenant au niveau par rapport au niveau de son leader, tout simplement. Et là, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais c'est quand même un début de saison intéressant. Et c'est ce qui en fait la première équipe de deuxième division au classement UCI. Et surtout, bien, elle rentre dans ces formations qui peuvent prétendre à la montée à la Q36.5 et surtout devant l'adversaire qui est la Tudor, l'adversaire suisse de la Tudor du côté de cette formation. C'est vrai je compare assez souvent ces deux structures depuis très longtemps désormais. On poursuit du côté de cette vidéo, du côté des points UCI. Toujours dense, ces vidéos. On passe à la structure de la NSN. La NSN donc était anciennement Israël Première Tech. 2200 points de marqué, 11e, c'est 200 points de moins que l'an dernier à la même époque pour Israël Première Tech. Le problème de la NSN, c'est qu'au niveau classement général, ils ont quand même perdu Matthew Recitello. Ça leur coûte quand même extrêmement cher du côté de cette équipe. Le départ de Matthew Recitello, ça leur coûte très cher à Israël, à NSM, pardon, au Cycling Team. Alors, ça a été compensé par les sprinters, que ça soit Binyam Girmay, que ça soit les Wissaski, même Ethan Vernon, qui ont obtenu des résultats. Mais comme je disais, ils ont surtout obtenu des résultats sur les courses par étapes. Et les courses par étapes, c'est pas très pourvoyeur de points. C'est le problème de ce règlement. Et le classement général, c'est très pourvoyeur de points. Et c'est là où du côté de cette structure, eh bien, pour le moment, on a du mal. Dans cet exercice-là. On notera quand même déjà 4 victoires. Il y a eu la Classica d'Almeria en classique. Ça doit rapporter 125, la Classica d'Almeria. Non, 250. Ah oui, parce que c'est une Pro Series. 125, c'est la classe en dessous. On a eu également Brady Gilmore sur la Cadel Evans. Aussi, qui a fait un gros début de saison. On notera Corbin Strong, qui a marqué des points sur Milan-San Remo. Ce sont les sprinters, majoritairement, les coureurs rapides, qui ont marqué des points du côté de cette structure, car pour le classement général, on n'a que Alessandro Pinarello. On notera qu'il y a 7 coureurs qui ont marqué plus de 100 points, et que le meilleur marqueur, il n'en a pas marqué tant que ça, c'est Corbin Strong, 379 points de marqué. On est sous les 400, donc je parlais d'Ineos, où le meilleur scoreur de l'équipe, on n'avait pas marqué tant que ça. C'est également le cas du côté de la NSN, avec Corbin Strong à 379 points. Le deuxième est donc Binyam Girmay. Et ce qui est quand même intéressant dans cette équipe, c'est qu'on a, je dirais, 4 coureurs qui sont assez proches. Donc Strong, Girmay, Gilmore, on est à plus de 350 points, aux alentours de 350 points. 205 pour Ethan Vernon. Ensuite, derrière, du côté des sprinters, Lewis Saski, je pensais qu'il avait marqué plus de points que ça. Et Lewis Saski, c'est seulement 51 points. Je pensais qu'il en avait marqué plus que ça. Jack Stewart n'est qu'à 25, par exemple, du côté des deux Britanniques. Marco Frigo, c'est vrai, le baroudeur puncher italien, il en est qu'à 6. C'est moins que Neil Schuss, même. Riley Sheehan, qui est un peu disparu quand même des radars, Riley Sheehan, le stagiaire, après sa victoire sur Paris Tour. Il a du mal à enquiller en termes de résultats par rapport peut-être à l'espérance qui était forte avec lui. C'est un peu pareil que Bastien Tronchon également, qui avait gagné en tant que stagiaire, en tant que néo-pro, et qui
ont peut-être gagné trop tôt. C'est-à-dire ça leur a mis tout de suite beaucoup de pression sur les épaules. On notera quand même, je parlais des grimpeurs, on n'a que Pinarello, Jan Hirt et Lutsenko, c'est 0 points. Donc on est un peu sur le même rythme que l'an dernier du côté des coureurs de cette formation, mais c'est vrai que ça descend très vite en termes de points UCI hein, pour cette équipe. Et George Bennett, il peut dire quand même merci au championnat de Nouvelle-Zélande. Hein, qui a apporté quelques points à ce coureur, mais oui, il va falloir un petit peu accélérer le rythme, et ça passera notamment par les classiques, hein, par les courses d'un jour, et notamment des courses en Belgique, les classiques belges, les semi-classiques belges, hein, ces courses de Coupe de Belgique. Ça passera aussi peut-être par des Coupes de France du côté de la structure NSN, mais ça fait peu de points marqués au final hein, par cette équipe, et surtout un manque de densité du côté de la montagne. Hein. Ça, c'est le vrai problème de cette structure. EF 12e, 2129 points de marqué du côté de la EF Education Easy Post, hein, l'équipe américaine. L'équipe américaine. Alors on notera les résultats de Steinhauser sur Paris-Nice, hein, du côté de cette équipe. L'an dernier, on était à combien? Du côté de la EF, on était mieux que ça, hein. La EF, c'était 1995 et là on est à plus de 2000. Donc non, c'est mieux que l'an dernier. Par contre, l'an dernier avait été une saison plutôt modeste hein, en termes de points. 1007, c'était 1002 points que en 2023 du côté de la EF Education Easy Post. Bon, début de saison correct, mais il n'y a pas eu vraiment d'envolée hein, du côté de cette formation. On notera Steinhauser, donc bien entendu Paris-Nice et ce maillot blanc qui lui ont permis... Enfin, c'est pas le maillot blanc, c'est son classement général, parce que je rappelle que le maillot blanc ne rapporte pas de points au classement UCI, qui lui a permis de marquer 504 points. La victoire de Luc Lamperti, c'est vrai qu'ils ont fait un très beau Paris-Nice, hein, qui leur a permis de remonter un petit peu en classement, parce que je pense que sans Paris-Nice, ils étaient bien plus loin avant la semaine de Paris-Nice. C'est vrai qu'entre les résultats de Steinhauser, de Lamperti, d'Alex Baudin aussi, hein, qui a été bien positionné du côté du classement général, plus Benelli sur Tirreno Adriatico, ça a permis, je pense, de rattraper un retard de début de saison du côté de l'AEF. Donc Steinhauser, c'est 504 points de marqué, 338 pour Signy, et Lamperti à 293. Voilà, au niveau des points UCI, Alex Baudin, c'est 133. On a 7 coureurs qui ont marqué 100 points ou plus jusqu'à maintenant. La surprise, c'est Vandenberg, qui n'en a marqué que 29. Or, je dis toujours, Vandenberg, c'est quand même un homme vraiment de début de saison. Là, c'est pas énorme. Carapaz, 45 points, mais ces dernières années, il a tendance à démarrer parfois un petit peu de manière mollassonne. Et il semblerait qu'il y ait eu des petits soucis personnels, je crois, hein, du côté de Richard Carapaz. Valgren, 150 points, ça fait quand même du bien pour le coureur danois, qui fait pour le moment un début de saison très intéressant, qui revit le coureur danois. Mais là encore, hein, il faudrait quand même un petit peu accélérer le rythme. On n'est pas en danger. Hein. Pour le moment, la UF c'est 2000 points, 2129 points. Quoique la relégation est à 1992. Donc on n'est pas en danger, on n'est pas en danger. On n'a pas beaucoup d'avance non plus hein, sur cette relégation du côté de la structure américaine. On a pas mal d'équipes qui séparent l'AEF de la relégation, mais on n'a pas tant de marge que ça en termes de nombre de points. La Soudal, 2129 points de marqué du côté de la Soudal. On sent que Tim Merlier n'est pas là. Ça se ressent que le sprinter n'est pas là. Et Remco Evenepoel est parti. C'est vrai que là, on voit qu'il y a une vraie différence de points par rapport à l'an dernier. Hein. L'an dernier, la Soudal Quick-Step à la même période, c'était 3276 points. On est 1000 points plus bas
que l'an dernier. Là, c'est quand même une grosse chute. C'est aussi gros qu'Ineos et c'est une grosse chute aussi en termes de place pour la Soudal Quick-Step qui se retrouve dans la deuxième partie de tableau du côté de l'équipe belge. On est bien entendu en retard par rapport aux saisons précédentes, mais encore une fois, on a un manque de sprinters. Hein. Dainese n'a pas marqué beaucoup de points jusqu'à maintenant. Du côté de Paul Magnier, alors Paul Magnier, certes, il y a des victoires, mais le souci c'est que ce sont pas sur des grosses épreuves. Donc ça permet pas de faire des énormes scores du côté de cette formation. Il y a Zana, qui est le meilleur marqueur de l'équipe, même Zana, avec 442 points. Il y a eu Stuyven, également, qui a fait pas mal de places d'honneur, comme Lorenz Rex. Mais pour le moment, on a 8 coureurs qui ont plus de 100 points de marqués, Van Wilder étant le premier juste derrière à 90 points. Mais par exemple, dans les coureurs qui n'ont pas marqué beaucoup, il y a Le Cerf, il y a Ethan Etter, 33 et 36 points, 33 pour Etter, 36 pour Le Cerf, Charman également seulement à 33 points, et puis donc Tim Merlier, qui n'a pas encore repris. Dainese, c'est seulement 16 points alors qu'on l'a pas mal utilisé en course. Van Barle, c'est 13. Van Gestel, c'est 11. Lampard, c'est même pas 10 points de marqué. Donc là, c'est là où il va falloir réussir à relancer la machine, mais ça montre que cette équipe va quand même être dépendante de ses sprinters. C'est-à-dire quand le pôle sprint va devoir marquer des points, et on sent qu'on est quand même dans une période de transition. Hein. On passe d'un projet qui était quand même énormément centré sur Remco Evenepoel. C'était Remco Evenepoel la star numéro 1. On avait certes des sprinters, mais la star numéro 1, c'était Remco Evenepoel, qui marquait beaucoup de points, à un projet qui est maintenant quand même, en premier, c'est Merlier et Magnier. Les grimpeurs, ils font ce qu'ils peuvent, en gros, mais c'est moins de priorité. Mais encore une fois, le classement général des courses par étapes, ça ramène beaucoup de points en comparaison victoire d'étape. Donc il va falloir vraiment cravacher sur les courses par étapes, et puis il va falloir être présent sur les classiques flandriennes, qui ont été délaissés ces dernières années, et ça, je pense que ça va pas se faire en 2 jours, de redevenir performant sur ces courses-là. Parce que ils les avaient quand même un peu délaissés, ils les avaient vraiment délaissés depuis 2020 en gros. Donc il va falloir réussir à redevenir performant. Et je pense que vraiment 2026 va pas être une année facile avec ce changement de réflexion du côté de cette équipe. Donc non, c'est difficile, mais en même temps on pouvait s'y attendre. C'est le mot de la fin, j'irais du côté de la Soudal Quick Step. Cofidis, dans les mêmes eaux que l'an dernier. 2120, l'an dernier, je crois que c'était 1009 du côté de la Cofidis. C'était 2153, voilà. Donc on est vraiment dans les mêmes eaux du côté de cette structure. Donc ça veut dire qu'il va pas falloir baisser de rythme dans les mois à venir, parce que ça avait été le gros problème de la Cofidis, c'est qu'on était parti plutôt pas mal l'an dernier, notamment avec Milan Fretin, et puis ensuite d'un coup on avait complètement disparu. On notera quand même les points marqués par Coquard et Aramburu sur Milan-San Remo, ça s'est plutôt pas mal passé pour l'équipe française, qui se retrouve quand même à être deuxième équipe de deuxième division dans ce classement, c'est-à-dire devant la Tudor. Ça, c'est quand même à souligner du côté de la Cofidis. Même si on a en termes de résultats, on a eu 3 victoires pour le moment, 2 pour Brian Coquard, la Marseillaise et une course en Grèce, et une étape du Tour d'Andalousie pour Milan Fretin du côté de cette équipe. Le meilleur marqueur pour le moment, c'est Alex Aramburu, on a 445 points. On a quand même 7 coureurs qui ont déjà marqué plus de 100 points. Ce qui est quand même pas mal, notamment Agnoloski, notamment Jente Biermans, qui ont réussi à accumuler pas mal de points. Alors là aussi, parmi les coureurs qui sont un petit peu décevants, Hugo Page, pour le moment assez discret, avec seulement 22 points de marqué pour le coureur français. Benjamin Thomas aussi, seulement 3 points
de marqué. Emmanuel Bourmal, lui, est à 0. Emmanuel Bourmal, qui pourtant a couru en cette année 2026. On en avait même parlé, je crois, autour de la Provence. Et il a couru en Grèce, mais sans forcément que ça fasse des très très grands résultats pour lui. Et donc le meilleur marqueur n'est pas Milan Fredin, qui est seulement 4e meilleur marqueur de cette équipe, derrière Yonis Aguirre qui a été efficace sur Paris-Nice, Brian Cocard et Alex Rambourou. Milan Fredin, c'est 235 points pour le moment sur cette saison, mais il va falloir quand même accélérer le rythme, parce que pour l'instant, derrière la Cofidis, vous avez quand même la Lidl Trek qui devrait passer devant. Vous avez Alpecin qui est aussi devrait passer devant et la Groupama, je pense, qui va passer devant. Donc pour le moment, eh bien, il va falloir accélérer le rythme. La Cofidis, donc, qui a c'est très serré, même quand vous voyez au niveau des points ici pour le moment. C'est vrai qu'on a fait que 3 mois de saison, mais qui n'a que 114 points d'avance sur le premier non relégable qui est la Groupama FDJ. Donc c'est pas si énorme que ça, voilà, en termes de marge pour la Cofidis, mais il va falloir quand même repartir de l'avant pour cette formation après 2 saisons. On était sous les 8000 points du côté de cette structure Cofidis. La Lidl Trek, début de saison très calme du côté de la Lidl Trek, et pourtant on a Jonathan Milan du côté de cette structure, mais oui, c'est pas énorme du côté de la Lidl Trek. Je pensais pas qu'il y avait aussi peu de points marqués par cette équipe, parce que l'an dernier, la Lidl Trek à la même période, on était à 4653 points, et là on atteint timidement les 2000. Donc il y a un vrai, là aussi, c'est comme Ineos, ça fait partie des grosses déceptions de ce début de saison au final, la Lidl Trek, peu présente sur les classiques. Alors c'est vrai que là aussi, la chute de Mats Pedersen a fait mal en termes de points UCI et son absence. Mais ça montre aussi que Juan Ayuso et son abandon, ça coûte également beaucoup de points, au final, sur Paris-Nice. Et puis, il y a d'autres coureurs qui, pour l'instant, ont été assez discrets en termes de points marqués, et qu'on traîne peut-être quelques points morts de cette équipe. Alors, le meilleur marqueur, c'est Mats Pedersen, alors qu'il n'a pas couru pendant 6 semaines. Mats Pedersen devant Jonathan Milan. On retrouve ensuite Juan Ayuso, malgré sa chute sur Paris-Nice, qui fait qu'il n'a pas pu jouer le classement général. Par exemple, Derek G, c'est moins de 200 points. Skelmose, c'est seulement 105 points de marqués pour le coureur danois. Donc là, c'est pas exceptionnel. Les jeunes coureurs, Hector Alvarez, il a été visible, oui, mais il a marqué des points pour l'Espagne. Pas pour la Lidl Trek, sur les classiques de début de saison. Matthias Vacek, c'est même pas 30 points de marqués pour le moment, malgré les qualités du coureur. Tottenberg aussi, qui est à 31 points seulement de marqués. Puis un Tom Skunch, par exemple, qui est assez loin. Bon, Kemna et Guggenhardt, là on est un peu plus habitué. Krag Andersen, seulement 9 points de marqués par Søren Krag Andersen. Albert Philipsen, là également un début de saison assez fantomatique du jeune talentueux coureur, avec Quinn Simons également, qui n'ont pas marqué beaucoup de points. Et puis Timon Nice, qui lui n'a pas encore repris. C'est le problème aussi d'avoir des coureurs qui font pas mal de cyclocross. Donc il va falloir réussir à accélérer le rythme, parce que là, l'équipe n'est pas du tout à sa place. La Lidl Trek, là, on est bien trop loin en termes de classement. La Tudor, moyen, la Tudor, 2081 points de marqué par rapport à l'an dernier pour la Tudor. On était dans les mêmes eaux, donc il n'y a pas eu vraiment d'évolution pour l'équipe suisse, et surtout pour le moment devancé quand même par la Cofidis, devancé par la Pinarello, et ça c'est important pour les invitations, parce que la Tudor a 300 points, 400 points d'avance sur la Unibet. Voilà, qui est l'équipe qui est juste derrière, et donc qui a marqué pas mal de points, notamment grâce à Gideon.
Dylan, pardon, Groenewegen. Du côté de la Tudor, par exemple, Stephen Kung n'a pas marqué beaucoup de points. Hein. Ça serait déjà le premier coureur qui vient d'arriver dans cette formation. Du côté des autres coureurs, on a Julien Alaphilippe qui n'a marqué que 60 points. Par exemple, Stephen Kung, c'est 10 points seulement de marqué, par exemple. Arvin de Klein, là aussi, on n'a pas marqué de points du côté d'Arvin de Klein, je crois, ou pas beaucoup. Du côté de ce coureur, j'essaie même de le trouver dans le classement. Mais il a peut-être pas encore repris Arvin de Klein. Je suis en train de me dire. De Klein. Est-ce qu'il a couru depuis le début de saison? Non, il n'a pas encore couru, Arvin de Klein. Voilà, il est absent. Alors c'est bizarre, c'est qu'on a eu quand même des bons résultats aussi. Mathis Rondel, très bon Paris-Nice, par exemple. Yanis Voisard, qui avait été performant sur la Tour. Même Matteo Trentin, qui en ce moment est très bon. Mais dans le même temps, on a des coureurs qui n'ont pas forcément réussi à être très efficaces. Avec Storer également, sa chute sur UAE Tour, ça coûte pas mal de points au final, parce que je pense que ça lui a coûté de l'énergie et physiquement. Donc ouais, on est sur un début de saison moyen. Il va falloir là aussi faire attention quand même aux équipes derrière. Et je pense que la Tudor s'attendait à être un petit peu mieux en termes d'efficacité. Et oui, Stephen Kung, il va falloir être là sur les classiques flandriennes. La semaine sainte commence, avec notamment Grand Prix E3 et Gand-Wevelgem. Donc c'est là où il y a beaucoup de points à marquer dans cette semaine sainte. Donc il va falloir réussir à être efficace pour ce coureur. Mais ça va pas être si facile que ça, très clairement, du côté de cette structure. On poursuit avec une autre équipe, c'est la Lotto Intermarché. La Lotto Intermarché, donc, est juste devant la relégation. 2026 points. Donc on a même pas 100 points d'avance par rapport à la Movistar qui pour le moment est premier relégué, malgré la fusion des deux structures. Ce qui fait que même si on compare l'an dernier, la Lotto, c'était pas top, Intermarché non plus. Alors c'est quand même plus de points marqués par la Lotto et par Intermarché aussi qui était très en retard. Mais si on fait la combinaison des deux scores, on a quasiment 1000 points de retard parce que c'était 1004 d'un côté, 1005 de l'autre. Donc on était quasiment à 3000 points, on est qu'à 2000. Donc ça montre que 1 plus 1, ça fait pas forcément 2. Que les fusions d'équipes, ça fait pas forcément 2. C'est un peu comme en politique, tiens, certains diraient. Et que ça va pas être facile pour la Lotto, malgré peut-être plus de moyens. On est quand même très dépendant d'Arnaud Delis. Déjà, ça c'est un peu le problème de cette structure. On est quand même très dépendant du coureur belge. Et comme le coureur belge a tendance à faire quand même des débuts de saison mollassons, c'est pas l'idéal. Et qu'en plus, il a eu pas mal de petits pépins techniques depuis le début de saison. Le meilleur marqueur de points, c'est marrant, c'est de Schreitener, le coureur belge de Schreitener, qui est le meilleur marqueur de points avec 301. Donc c'est faible, Je rappelle, il y a des équipes où le meilleur marqueur, il est déjà à plus de 1000 points. Alors, il y a beaucoup de coureurs qui ont marqué déjà des points et qui ont dépassé les 100 points. Ils sont 9, mais il y en a beaucoup qui sont entre 100 et 150, qui n'ont pas marqué beaucoup plus que 150 points pour le moment. De toute manière, des coureurs qui ont marqué plus de 150 points, ils sont seulement 4. Mathis Grisel, Van Edvelt, Menton, de Kreitener. C'est-à-dire qu'Arnaud Delis, pour le moment, il a marqué seulement 131 points. Et on est dépendant de lui, donc si lui ne performe pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour cette structure. Baptiste Westrofer, on le voit beaucoup en échappée, mais les échappées, ça marque pas de points. C'est le gros problème du cyclisme actuellement, il faudrait que les grands tours le comprennent même, qu'il va falloir peut-être à un moment récompenser également les baroudeurs avec des points UCI, parce que sinon des baroudeurs à l'avenir on n'en aura plus, et ça sera pas seulement sur les étapes de plat,
Donc il va falloir les récompenser, pourquoi pas avec des sprints intermédiaires supplémentaires. Je sais que Christian Prudhomme n'aime pas ça, on m'a dit ça dans les commentaires. Mais bon, il va falloir quand même à un moment, le problème est là, hein, il va falloir trouver une solution. Si les grands tours ne veulent pas le faire, bah, ça sera peut-être à l'UCI de l'imposer. On s'aperçoit aussi qu'un Arnaud Vidar, la jeune pépite belge, a marqué quand même moins de points que Paul Sexas. Alors en même temps, Paul Sexas, pour le moment, c'est un début de saison vraiment très très bon. Mais c'est vrai qu'il en a marqué un petit peu moins. Après, je pense que Arnaud Vidar, il y a un vrai objectif classique ardennaise pour le coureur belge, je pense. Et puis Lorenzo Rota aussi, un petit peu décevant, mais le problème de cette formation, c'est que chez Intermarché, il n'y avait pas grand monde. C'est-à-dire, on a fait fusionner deux équipes où il y avait quand même beaucoup de poids morts. On n'a quasiment pas recruté à l'extérieur. À part Matthew Fox, il n'y a pas eu de recrue en dehors d'Intermarché et des coureurs de la Loto. Et qu'on a perdu Louis Barret, qui aurait fait du bien peut-être à cette structure. On a perdu Binyam Guermey, là aussi, qui aurait peut-être fait du bien à cette structure. Et on a perdu quand même peut-être les plus gros talents. Donc certes on a fusionné, mais c'est une équipe qui est pour le moment un petit peu faiblarde quand même sur le papier de ce côté-là. Donc c'est pas tip top du tout pour cette structure. La Groupama, juste devant la relégation. Et c'est quand même assez inquiétant du côté de la Groupama FDJ. Après, c'est un peu dans la lignée des années précédentes du côté de cette structure, c'est-à-dire que on voit les résultats décroître d'année en année. Voilà, il n'y a pas de surprise. Groupama FDJ, ça fait depuis plusieurs années, on dit, les résultats sont plutôt en décroissant. Ils traînent quand même des gros salaires. Je pense David Gaudu, par exemple, qui maintenant met plus un pied devant l'autre depuis quand même quelques années. C'est un gros salaire, ça coûte très cher. Pour des résultats qui sont pas en adéquation avec ce salaire-là. Guillaume Martin, pour le moment, c'est transparent aussi du côté de cette structure. Donc oui, là ça commence à être critique, mais la Groupama FDJ, il va falloir se réinventer du côté de la structure anciennement de Marc Madiot. Et il va falloir surtout réussir à recruter, en sachant que l'équipe n'a plus forcément les meilleurs jeunes dans l'équipe qu'on tire. Alors là, ils en ont quelques-uns qui ont l'air d'être très efficaces. Faudra voir si ça tient. 3 victoires pour le moment en ce début de saison. On est quand même très dépendant de Romain Grégoire. Ewen Kosciu, qui lui a remporté l'étoile de Bessèges, en sachant que l'étoile de Bessèges, ils ont été efficaces que le dernier jour. Le reste de la semaine, ils ont quand même été très discrets. Et on voit bien qu'on est quand même dépendant de Romain Grégoire. Donc je rappelle, un peu plus de 2000 points de marqués. 860 par Romain Grégoire. Voilà. Le deuxième meilleur marqueur de l'équipe, c'est Ewen Kosciu, il est à 180. On a ensuite Clément Brazafonzo à 160. Axel Huens, qui est quand même plutôt une belle surprise depuis ce début de saison, est à 122. Et ensuite, ils sont tous à moins de 100 points de marqués du côté de cette structure. C'est vrai qu'on n'a quasiment pas vu Maxime Descombes. David Gaudu, c'est 44 points marqués. Quentin Paché aussi, aux abonnés absents, c'est 44 points aussi pour le coureur anciennement de la BNB Hotel. Thibaut Gruel, pour le moment, c'est léger, 48 points. Donc oui, il va falloir se réveiller du côté de cette formation, parce que pour le moment, ça va être la bagarre, quoi. Et c'est un peu ce que je pressentais l'an dernier. Je commençais déjà à le pressentir vu leur mauvais classement UCI, c'est que je me disais, Groupama maintenant, ça va être une équipe qui va jouer le maintien. Et quand on joue le maintien, il faut répartir ses forces sur les courses également. Et pour le moment, je pense qu'ils le font pas aussi bien que la Astana. Donc il va falloir travailler là-dessus, être efficace sur chacune des épreuves. Alors Valentin Madoise, il a un peu dégommé. On va dire l'ancienne direction sportive en disant qu'avant on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à communiquer. Bon, pour l'instant, Madois, on peut pas dire que les résultats soient forcément bien plus forts que l'an dernier. 20 points UCI. Donc, il va falloir maintenant pas seulement faire des interviews, mais montrer véritablement que le changement était bénéfique. Pour le moment, ça ne se voit pas. Et est-ce que Marc Madiot a quitté le navire au bon moment? Certains diraient oui, parce que là, il va falloir maintenant se battre. Vraiment. Et en sachant que pour le moment, en relégable, il y a Alpecin. Sauf qu'on sait très bien qu'Alpecin, le mois de mars, avril, qui est prépondérant pour cette structure, il risque de passer devant.
Donc c'est-à-dire que la Groupama va certainement tomber dans la zone rouge. Et là, ça va commencer à être un peu plus inquiétant. Alors on sait que la première année, souvent, on regarde pas trop le classement. Mais il faut pas se faire avoir parce qu'il y a des structures comme Astana, comme Arkea également, qui regardaient pas trop le classement UCI la première année. Et puis au bout d'un moment, elles se sont aperçues, ah bah merde, on a 1500 points de retard sur le premier non relégable, il va peut-être falloir s'activer. Et ensuite, c'est panique générale dans la formation. Et souvent, quand c'est panique générale, on fait du grand n'importe quoi. Donc il va falloir rester calme côté de la groupe AMFDJ, mais pour le moment, il va falloir redémarrer la machine parce que là, ça semble sacrément endormi. La Movistar, après, j'ai envie de dire, Movistar Groupama, c'est un peu le même combat. Hein. On est sur des équipes qui n'ont peut-être pas su évoluer. La Movistar, je pense encore plus que la Groupama, qui n'ont peut-être pas su évoluer avec leur temps. Moins de 2000 points de marqués pour la Movistar, 1992 points. Donc, première équipe relégable du côté de la Movistar. Que dire de cette formation? Bah, pour le moment, on s'est raté. En plus, la Classica Terre des Bresse, là, où ils devaient marquer énormément de points, bah, ils en ont pas marqué tant que ça. Enric Mas, alors déjà, c'est une équipe qui a tendance à faire des débuts de saison extrêmement discrets, puisque l'an dernier, ils étaient à combien de points marqués, Movistar? Ils en avaient marqué, ouais, quand même, de 1976, donc c'était quand même 1000 de plus. Hein. Groupama, déjà, et alors on a marqué un peu plus sur un an. Groupama, ils ont marqué 100 points de plus. Mais oui, là, la Movistar, bah, l'an dernier, il y avait eu les petits jeunes qui avaient marqué énormément de points. Les arrivants, je pense à Pablo Castrillo notamment, qui avait été très efficace en début de saison. Là, c'est pas le cas. On a 3 victoires, dont 2 sur le Tour d'Andalousie, une sur le Tour de la communauté de Valence avec Raúl Garcia Pierna. Raúl Garcia Pierna qui, en dehors de ce résultat-là, n'a pas marqué beaucoup d'autres points. Pour l'instant, le meilleur marqueur, c'est Ivan Romeo. Mais où est Enric Mas? Eh bien, Enric Mas n'a pour l'instant pas marqué de points, je crois. Enric Mas, il a marqué 12 points. Juan Pedro Lopez, qui était l'une des grosses recrues, est à 8. Einer Rubio est à 5. Ayute Brooks est à 100, tout pile. Quintana a même marqué plus de points que ces coureurs-là. Hein. C'est quand même pour vous dire aussi un petit peu. Non, il va falloir que les leaders se réveillent. Parce que tous les grands coureurs de cette équipe, pour le moment, sont passés à côté. Parce que c'est le champion, c'est Ivan Romeo pour le moment, hein, qui est le meilleur marqueur de points. Donc pour l'instant, c'est lui qui a été le plus efficace, le champion d'Espagne, qu'on a même vu pas mal en échappé depuis le début de saison, en passant, et qui a gagné sur le Tour d'Andalousie, et qui a gagné le général de cette épreuve, mais qu'on a beaucoup vu. Mais à la fois, Javier Romo, c'est moins de 100 points. Donc Jan Uijtdebroek, c'est seulement 100 points. Raúl Garcia Pierna, c'est 49. Aolar, c'est 41. Roger Adria, c'est 23. Enfin voilà, toutes les têtes d'affiche de cette formation pour le moment passent à côté. Donc on ne peut pas seulement avoir des équipiers qui marquent des points, il faut également que les leaders marquent des points. Et c'est là où ce Tour de Catalogne, par exemple, va être très important. Parce que si on se rate sur le Tour de Catalogne, là aussi, ça va commencer à être panique à bord un petit peu chez Movistar. Donc, il va falloir réussir à se réveiller cette semaine. Et puis, Alpecin, oui, bah, pas une surprise parce qu'on les a très peu vus. Alpecin en ce début de saison. Pour l'instant, l'an dernier, oui, on est largué par rapport à l'an dernier, puisque l'an dernier, ils avaient marqué 3117 points. Donc là aussi, plus de 1000 points de retard. Du côté de cette structure. On a déjà quasiment 200 points de retard sur le premier non relégable, 170 par rapport à la groupe AMFDJ. Et pour le moment, c'est compliqué. Alors c'est vrai que c'est une équipe qui est extrêmement dépendante d'une période de la saison, mars-avril. Là, la semaine sainte, elle est vraiment hyper importante pour eux. Et pourtant, Mathieu Van Der Poel a marqué des points grâce au Het Nieuwsblad. Mais c'est là où vous voyez qu'ils sont quand même dépendants de 2-3 coureurs, et que ces 2-3 coureurs, ils sont obligés de tenir l'équipe, quoi. C'est Philipsen, c'est Van Der Poel, qui sont très importants. Le fait de ne pas être efficace en montagne, ça leur coûte quand même beaucoup de points.
C'est Van Der Poel donc qui pour le moment a marqué 730 points, 291 pour Philipsen, qui n'en a pas marqué tant que ça au final. Et après derrière, bah on est en dessous des 150 points, hein. Et on descend très vite à zéro du côté de ce collectif. Ouais, il va falloir un jour quand même se poser la question d'aller récupérer des grimpeurs parce que on peut pas être autant improductif sur les courses par étapes, quoi. En montagne, ils ont personne. Ça leur coûte très très cher aujourd'hui, hein, du côté de la Alpecin. Donc bah, il va pas falloir se rater là maintenant. Il va pas falloir se rater sur les sprints, sur les grands tours. Mais à chaque fois, ça joue à un fil quand même, Alpecin. Ça joue, ils sont toujours sur un fil vraiment entre basculer vers quelque chose de catastrophique ou basculer dans une saison tout à fait réussie. La quinzaine, les 3 semaines qui arrivent là sont vraiment hyper importantes. C'est entre Paris-Roubaix, Tour des Flandres et toutes les classiques en Belgique. Là, c'est vraiment hyper important. Il va falloir marquer des gros points avec Mathieu Van Der Poel et puis après les sprints sur les grands tours avec notamment Garben Tyson, avec Jasper Philipsen. On a quand même un coureur qui pour le moment n'a pas marqué de points, c'est Caden Groves. Il a marqué 2 points, Caden Groves, pour le moment, très discret. Et oui, parce que pourtant il a couru, hein, Caden Groves. Donc non, il va falloir améliorer l'efficacité et on peut pas se contenter d'un seul coureur, qui en plus court très peu dans l'année, Mathieu Van Der Poel. Donc il va falloir que les autres s'activent quand même grandement du côté de la structure, parce que sinon ça risque d'être une catastrophe. Derrière la Alpecin, la Unibet, donc, est pour le moment deuxième équipe française de deuxième division devant la Total Energy. Il y a quand même une différence de plus de 400 points entre les deux structures. Ah oui, donc il y a quand même un bel écart entre Total Energy et Unibet, et la Total est même derrière la Burgos, qui pour l'instant fait un gros début de saison, et on retrouve la Cara Rural et Cairn Pharma, mais ces structures-là sont déjà loin quand même de la Tudor, donc sont loin des invitations potentielles. Là, vous vous dites, mais dis donc, il n'a pas parlé d'une équipe pour le moment de World Tour. Elle est où cette équipe-là? Elle a disparu, la Picnic. Je rappelle déjà qu'ils sont un petit peu sur la sellette, hein. La Picnic, l'UCI leur a donné la licence seulement pour 1 an, parce qu'ils ont des graves problèmes financiers. La Picnic, alors, et encore, ils en ont marqué quelques points cette semaine. On est à 532 points, parce qu'ils étaient à 350 pendant très longtemps. 532 points, c'est quand même derrière Auscatel, Polti, Cairn Pharma, Cara Rural. C'est même dans le milieu du paquet des équipes de deuxième division. Après, est-ce qu'on est surpris? Non, il n'y a plus de leader dans cette formation. L'an dernier, ils ont quand même été bien sauvés par Oscar Only et son Tour de France. Bah là, t'as plus Oscar Only, mais t'as plus grand monde, hein. Du côté de la Picnic, t'as plus grand monde. Bon, on en avait parlé lors de la présentation de cette équipe, c'est un peu le néant. En plus, Warren Barguil est blessé, qui aurait pu quand même marquer des points. Warren Barguil, on est à 0 victoire pour le moment. Pas beaucoup de podiums, hein, même on a 3 podiums, je crois seulement, pour cette équipe. Donc c'est vraiment le néant. Et le meilleur marqueur de points, c'est Pavel Bittner. C'est 175 points de marqué, Pavel Bittner. C'est le seul qui a marqué plus de 100 points pour le moment en ce début de saison. Donc c'est le néant complet. Le 6e plus gros marqueur de l'équipe, c'est Frank Vandenbroek. Il a marqué 15 points. Je rappelle que dans la majorité des équipes, ce coureur-là, qui est 6e, il est à plus de 100 points de marqué. Donc c'est vraiment cataclysmique, hein, mais en même temps, c'est pas une surprise. Il y a personne dans l'équipe, il n'y a pas de collectif. L'an dernier, ils avaient marqué combien de points DSM à cette période-là de l'année? Parce que la comparaison va faire mal. Ils étaient à 1633. 1633 déjà l'an dernier au mois d'avril, c'était quand même pas foufou, hein. Bah ils ont réussi à marquer 1500, enfin voilà, 1500 points de moins. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin là maintenant 1000, mais 1000 points de moins, quoi. C'est énorme. C'est énorme, donc non, là il va falloir réussir à trouver la situation. Et Total Energy, en comparaison, bah, ils ont marqué aussi moins de points, ils étaient à 1503 au mois d'avril de l'an dernier, au 1er avril, et là ils sont à 1259. Donc on a quand même un retard du côté de la Total Energy. Je pensais pas qu'il y avait que l'équipe était dans cette situation-là, mais on n'est pas en avance, voilà, du côté de la Total Energy pour les points.
UCI. Après le classement des garçons, on passe aux filles. Alors pour les filles, je pourrais pas vous donner les points de l'an dernier. L'écart par rapport à l'an dernier en termes des points UCI. Et puis je crois que je peux même pas l'avoir sur le site directement parce que là je suis sur le site de l'UCI, c'est le seul qui délivre le classement. Ouais, non, j'ai pas les points, je pense, sur un an. Peut-être vérifier sur le site de l'UCI directement pour faire une comparaison d'une année sur l'autre. Ce qui est toujours intéressant, hein, cette comparaison d'une année sur l'autre pour voir bien qui a été efficace, qui a réussi à s'en sortir. Parce que c'est toujours intéressant de voir ce classement, de voir qui a été efficace, qui a été plus en difficulté. Et si je peux vous faire la comparaison sur un an, bah on va s'amuser avec ça. Je peux même vous faire vraiment la vraie comparaison. Donc on va voir qui a été performant, qui a été plus en difficulté du côté des filles. Et puis on verra également les équipes qui ont marqué beaucoup de points et qui sont dépendants, pourquoi pas, d'une concurrente. On commence tout de suite avec la UAE. La UAE qui est largement en avance par rapport à l'an dernier. La UAE, pour le moment, on est à 5773 points. Ce qui est vraiment beaucoup du côté de cette structure. On voit que le recrutement de ces dernières années, cette équipe a vraiment pris énormément d'ampleur. Et je dirais que la FDJ Suez a peut-être bien fait de remporter le classement UCI l'an dernier, parce que ça va peut-être être beaucoup plus compliqué désormais avec les super pouvoirs, les pétrodollars émiratis pour le moment, parce qu'on va voir aussi est-ce que la situation en Iran va pas avoir un impact sur le cyclisme, que ça soit Bahreïn, que ça soit UAE notamment. Qui dépendent de l'argent du pétrole, ces équipes-là. Ça va peut-être être plus compliqué à un moment. Bon, du côté de la UAE, 5773 points. L'an dernier, cette structure en avait marqué 3388 à la même période. Donc vous voyez, l'écart de points est absolument énorme du côté de cette structure. Alors pour l'instant la UAE, alors je rappelle le règlement féminin également, j'ai oublié de le rappeler. Le règlement féminin il est différent des garçons. Les garçons c'est les 20 meilleurs coureurs. Chez les filles, c'est seulement les 8 meilleurs que l'on totalise au niveau des points UCI, en sachant également, et il faut l'avoir en tête, c'est qu'on ne garde que les 14 meilleures équipes. On ne prendra pas les 18 meilleurs, ça sera que les 14 meilleures équipes. La meilleure marqueuse, c'est Vlodarczyk. C'est pas Longo Bordini, mais on a déjà beaucoup de filles qui ont marqué plus de 500 points, notamment Mavi Garcia, Gillespie, Blasi, Gasparini. Pour l'instant, on est vraiment tout le temps présent aux avant-postes, et c'est vrai que c'est une équipe qui est à l'avant de toutes les courses. Depuis le début de saison, ils enchaînent vraiment les résultats, donc là c'est quand même très impressionnant ce qu'arrive à faire cette équipe. Et voilà, là c'est un peu comme UAE chez les garçons, on commence à avoir quand même une marge par rapport aux autres structures. La SD Works ProTime, qui est énervé parce que l'an dernier ils ont été battus par la FDJ. Or, de tradition, la SD Works était la meilleure équipe au monde chez les filles et battue par la FDJ. L'équipe de Vollering, ça a fait quand même un petit peu mal au moral des troupes, donc on est reparti quand même motivé du côté de la SD Works. On a marqué 3592 points, alors que l'an dernier, à peu près à la même période, on était 1000 points derrière, on était seulement à 2472, en sachant qu'il faut rappeler également qu'il y a eu une nouveauté dans le décompte des points. Désormais, les monuments féminins et les monuments masculins comptent le même nombre de points, en sachant que du côté des monuments féminins, c'est là où l'UCI est subtil. Le Trofeo Alfredo Binda, qui pourtant est un monument, il est classé techniquement comme un monument dans le cyclisme féminin, ne fait pas partie des monuments selon l'UCI. Donc, les monuments, c'est Milan-San Remo, c'est Paris-Roubaix, c'est les monuments hommes
qui sont considérés comme monuments chez les femmes, ce qui n'est pas du tout ça dans l'histoire du cyclisme féminin. Donc on zappe complètement l'histoire du cyclisme féminin, c'est ça qui est toujours agréable, parce que je rappelle que le cyclisme féminin a existé avant qu'ASO s'y intéresse. Faudra le rappeler à l'UCI de temps en temps. Mais ce qui fait que désormais les monuments valent 800 points et que normalement les équipes doivent marquer plus de points cette année que les années précédentes, parce qu'il y a eu une petite réactualisation au niveau des points. Du côté donc de la SD Works l'an dernier, on était à 2472, bien entendu Lorena Vibus, qui permet à cette structure de marquer énormément de points, hein. C'est vrai qu'ils sont quand même dépendants de Vibus, mais là il faut rajouter également les points de Kopecky, qui notamment a remporté Milan-San Remo, ce qui fait que Kopecky est désormais meilleure marqueuse de l'équipe, avec 1228 points devant Vibus à 1010. On retrouve ensuite Anna van der Breggen dans cette structure, qui a marqué également 450 points. Anna van der Breggen, malgré un début de saison qu'on pourrait qualifier de discret, elle a quand même marqué 450 points. Mais c'est vrai que Vibus, Kopecky, ce duo-là, apporte énormément de points à l'équipe, donc forcément ça fait du bien au score de la SD Works. Derrière, eh bien c'est la FDJ. 3389 points de marqués. Alors l'an dernier, la FDJ qui était deuxième à ce moment-là de la saison, puisque c'est après qu'ils ont pris le lead par rapport à la UAE, on était à 2940. Donc vous voyez que ils ont perdu certes une position au classement, mais ils ont marqué plus de points. Bien entendu, Elie Chabet, la victoire sur l'Estrade Bianca, elle a fait beaucoup de bien à cette formation de la FDJ United. C'est une équipe qui est quand même extrêmement présente aux avant-postes. On notera également Demi Vollering, qui est quand même, on est déjà à 9 victoires par exemple pour la FDJ depuis le début de saison. Ali Wollaston également, qui a été très efficace en Australie. Et puis Francisca Corr aussi, qui est extrêmement présente. On serait un petit peu déçu par contre de Juliette Berthet, mais qui fait un énorme travail d'équipière. Et puis Evita Music, pour le moment, c'est seulement 6 petits points, ce qui fait qu'Evita Music ne compte pas dans les points de la formation. Elle n'est pas dans les 8 meilleurs de l'équipe, Evita Music. Donc ça commence à être un peu difficile quand même pour la Française ces derniers temps. On sent que si elle a quitté l'équipe, je sais pas si elle a encore, je crois qu'elle avait un contrat jusqu'en 2027, voilà, Evita Music. Mais les 2 dernières années vont peut-être sembler extrêmement longues, vu que maintenant elle a quand même plus un rôle d'équipière, Evita Music, qui a un rôle de leader, et c'est pas forcément l'idéal. Et puis surtout, elle a quand même 26 maintenant, elle est plus si jeune, Evita Music, le temps passe, comme dirait... c'était pas si je chantais ça avec Johnny Hallyday, une chanson qui n'était pas terrible. Vous regarderez ça sur YouTube. Mais pour revenir, voilà, le temps passe, c'est-à-dire que Evita Music, elle aura 27 l'an prochain, donc 27 depuis 2-3 saisons, pas trop de résultats, ça va commencer à être compliqué pour l'équipe, donc et pour elle aussi surtout, donc il va falloir un petit peu se réveiller, voilà, du côté d'Evita Music, de se montrer. Bon, on va aller peut-être un petit peu accélérer le rythme dans cette vidéo. L'AEF, équipe qui, je rappelle, vient d'arriver en World Tour, elle était en 2e division, l'AEF Education Watley, eh bien 2622 points de marqués, c'est mieux que l'an dernier, là aussi, du côté de cette structure, on était à 1972 et surtout on a gagné des positions. On était 6e l'an dernier à cette période-là de la saison, on est désormais 4e, donc belle progression du côté de la EF Education. Et pourtant Cédrine Carbaol, qui paraît plutôt discrète depuis le début d'année. C'est vrai que Carbaol n'a pas marqué beaucoup de points, mais on a Noémie Rueg. Et Noémie Rueg, eh bien, ça marque beaucoup de points. C'est même la principale pourvoyeur de points de l'équipe, parce que Noémie Rueg, c'est 1785 points. C'est monstrueux. Je crois qu'elle est même numéro 1 en classement individuel. Classement individuel, je regarde jamais, mais je crois qu'elle est numéro 1 en classement individuel. La deuxième de l'équipe, c'est la championne du monde Magdalene Vallière à 361 points. Et Cédrine Carbaol est quand même la 3e fille de l'équipe en termes de points marqués avec 161 points. En sachant
que la demi-sœur de Pauline Ferrand-Prévot a déjà marqué 20 petits points. Voilà, et donc elle compte dans les points UCI de l'équipe. Les 20 petits points pour l'instant d'Axel Dubois-Prévot, pardon, comptent également pour la demi-sœur de Pauline. Voilà, qui vient d'arriver dans cette formation. Donc c'est vraiment pas mal ce que fait l'AEF pour le moment, mais on est quand même très dépendant de Noémie Rueg, qui est deuxième ou troisième parce qu'il y a Lorena Vibes également au classement individuel qui est bien devant. Mais ouais, pour le moment, grand début de saison du côté de l'EF, devant la Livalula Jaiko. Alors c'est marrant parce que j'aurais pas vu cette équipe-là aussi haut placée. Je pense que les courses en Australie ont apporté pas mal de points à la Liv Alula Jaiko, parce que alors, il y a eu Trinka Colonel Austrade, mais qui finit quand même loin. Mais enfin qui finit pas dans les 5 premières, hein, Trinka Colonel. Alors la meilleure marqueuse de l'équipe, c'est Trinka Colonel avec 650 points. On a ensuite Coupland, Wiley et Roseman Gagnon. Voilà. Paternoster n'est pas dans les points qui comptent au niveau du classement UCI. Donc ouais, c'est marrant parce que j'aurais vu l'équipe beaucoup plus loin. L'an dernier, Livalula Jaiko, alors elle était mieux classée, hein, elle était 4e dans le classement à la même période. Là, pour le moment, Livalula Jaiko est 5e, a perdu une petite place par rapport à l'AEF, mais qui vient de la dépasser, l'AEF. Derrière la Laboral Kucha, Fondation Euskadi, équipe de 2e division. Donc autant vous dire que là, l'objectif est la montée. Ils sont pas passés loin de la montée l'an dernier. Vraiment, je crois que c'est la DSM qui s'en est sortie vraiment de pas grand chose au final. Donc la Laboral Kucha, maintenant, ils veulent la montée en première division. Il y a une vraie progression pour cette équipe. Laboral Kucha par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'était 502 points de marqués. Ils étaient 18e au classement UCI. Là, cette année, eh bien, l'équipe est 6e, donc vraiment un gros écart de points pour la Laboral Kucha, avec plus de 2000 points de marqués. Donc il y a quand même 1500 points d'écart pour cette structure, c'est quand même pas anodin, et autant vous dire que c'est vraiment la meilleure équipe de 2e division pour le moment, largement devant la Cofidis du côté de cette structure. On a déjà 10 victoires, en sachant pourquoi ils ont marqué autant de points, c'est qu'ils ont été grattés des points autour du Salvador. Pas mal de courses au Salvador, ce qui leur a rapporté énormément de points. Elles ont déjà beaucoup couru, ce qui permet à une Paula Patigno, par exemple, d'avoir 310 points, à une Fidanza d'avoir 300 points. Voilà. Donc elles ont pas triché, mais elles ont joué avec le règlement. Donc c'est ce qui leur permet d'être aussi haut dans le classement et d'être donc devant une Edge Insurance, une G Insurance, pour l'instant 7e. Kim Lecourt peut marquer de points pour le moment, hein. La Mauricienne. On a peu vu également du côté de cette équipe Edge Insurance. Moi, j'ai pas vu Oscar Zigart, par exemple. Ça me dit rien. D'avoir beaucoup vu cette concurrente, d'avoir vu également Molman, par exemple. Donc c'est vrai que la meilleure coureuse de l'équipe pour l'instant c'est Bossuet devant Benito et Lecourt, mais on n'a pas vu non plus Van de Velde énormément, donc Moulman on l'a peu vu. Ouais, non, il y a encore des filles qui n'ont pas encore repris à 100%, hein. On n'a pas vu beaucoup non plus Sarah Giganti, tout simplement. Ah bah oui, c'est les points de Sarah Giganti qui manquent. Mais qui n'a pas dû reprendre pour le moment, Sarah Giganti. Est-ce qu'elle a repris la saison? Non, elle n'a pas encore couru, Sarah Giganti. Donc ça manque à l'équipe. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui fait que l'équipe est un petit peu plus loin. On descend avec la Visma. Bah là, Pauline Ferrand-Prévot. Du côté de la Visma, qui était sur l'Estrade Bianche, mais qui n'a pour le moment pas marqué beaucoup de points, qui est un petit peu discrète. Alors oui, il y a Marianne Vos, ça c'est clair et net,
Mais il faut quand même les points de Pauline Ferrand-Prévot. Après, je dirais que l'équipe est à sa place. L'an dernier, l'équipe était dans ces eaux-là. La Visma, l'Isobike, ça fait pas partie des grosses structures du cyclisme féminin. Et puis après, ça suit pas mal avec Phoenix Canyon. Alors Canyon un peu loin, normalement Canyon ils sont plutôt 5-6 en termes de classement UCI. Il y a eu la chute de Nevia Doma sur 1900 MO. Pas de gros, enfin à part des égratignures, il n'y a pas de gros bobos. Comme la fille italienne de la Laboral Cuccia, vous avez vu, c'est 5 côtes cassées. Mais il n'y a pas eu d'autres gros bobos. On va dire c'est déjà beaucoup pour la fille de la Laboral Cuccia, mais c'est vrai qu'à un moment j'avais peur moi. C'était au niveau de la tête et au niveau notamment des cervicales, parce que la chute à vitesse rapide, on a vraiment l'impression qu'il y a la tête qui touche, et je m'étais dit au niveau des cervicales, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de cassé? Alors, je pensais pas à la paralysie parce que je l'avais vu un peu bouger, pour tout vous dire, après la chute, on voyait qu'elle essayait de bouger un petit peu à droite à gauche, même si elle était par terre, on voyait qu'elle était mobile, on va dire, par terre. Mais je me disais, une fracture quand même d'une vertèbre, c'est un temps de récupération qui est extrêmement long. William Bonnet, par exemple, quand il se fait les vertèbres, il a mis 8 mois à revenir, au moins. Donc c'est plus cette inquiétude-là. Il semblerait qu'il y ait que 5 côtes cassées, ce qui est déjà beaucoup de 5 côtes cassées, mais pas d'autres blessures pour cette concurrente-là. Mais du côté de la Canyon SRAM, il y a Nevia Doma, qui est pourtant très régulière, mais c'est vrai qu'à Milan-San Remo, elle n'a pas marqué de points, avec sa grosse chute du côté de Casia Nevia Doma. Et puis après, du côté de cette structure, qui a marqué des points? Nevia Doma est à plus de 1000 points, et ensuite c'est Consoni, mais c'est déjà plus de 200 points. Et Niedermayer, c'est déjà plus que 120 points. Zoé Bachstedt n'a pas encore atteint les 100 points, par exemple, de marquer. Cécile Uttrup-Ludwig a marqué seulement 36 points. Eh oui, donc on est dépendant de Nevia Doma. Et ça, c'est peut-être un petit peu le problème de cette formation. Je descends la Movistar. Assez loin, la Movistar, seulement 11e. Pourtant, on a vu Kate Ferguson en ce début de saison, par exemple, du côté de la Movistar, la nouvelle pépite britannique, mais on a Marlène Reusser également, qui avait fait les courses en Espagne. Oui, on a dû avoir des résultats, mais sur des courses qui ne scoraient pas énormément. C'est Kate Ferguson qui a marqué le maximum, enfin qui a marqué le plus de points devant Liam Lippert. Mais oui, Marlène Reusser n'a pas encore marqué 100 points. Malgré le fait qu'on l'ait vu en ce début de saison, elle n'a pas marqué 100 points, parce qu'on l'avait vu face à Maïva Skiban notamment, mais sur des classiques donc qui ne rapportaient pas beaucoup. C'est vrai que maintenant les monuments, les 4 monuments, parce que je rappelle que donc il y a que 4 monuments considérés par l'UCI pour les filles, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas Alfredo Binda, ça c'est quand même extraordinaire. La Lidl Trek également très loin, seulement 12e du côté de la Lidl Trek, et pourtant on a une belle structure, on a une équipe qui est là depuis longtemps du côté du cyclisme féminin. C'est vrai que le départ de Longo Borghini a fait quand même mal à la Lidl Trek, et on a l'impression que cette équipe a un peu du mal à relever la tête de ce départ d'Elisa Longo Borghini, qu'on n'arrive pas à retrouver un petit peu des résultats. Voilà, c'est Nim Fisher Black, mais là on est en dessous des 400 points, qui est la meilleure scoreuse devant Balsamo et Amanda Spratt pour le moment. Donc petite déception pour la Lidl Trek. On termine du côté des filles avec les dernières de la classe rapidement. Donc on parlait de la Lidl Trek qui est pas hyper bien placée. Je rappelle encore une fois que c'est que les 14 premières qui seront conservées en World Tour au bout du cycle de 3 ans. On notera la Lidl Trek donc 12e. Uno X qui est en World Tour avec une équipe beaucoup plus cosmopolite que chez les garçons, et 13e avec 1311 points. Et puis Human Powered Health 14e. C'est pas une surprise, Human Powered Health, c'est maintenant un petit poussé du cyclisme féminin. Alors malgré le fait qu'on avait arrêté l'équipe masculine au profit de l'équipe féminine, là aussi ça repose sur un ou deux éléments, les résultats de l'équipe. En dehors de ces deux éléments-là,
Derrière, c'est beaucoup plus timide, donc c'est vrai que ça reste compliqué. La Picnic n'est pas dans ce top 14. Est-ce que c'est une surprise quand on voyait les résultats chez les garçons? Bah, chez les filles aussi, on s'est fait dépouiller depuis 2 ans et demi, donc bah, en fait, on n'a plus de leader. Donc on n'a plus que des jeunes. Et en gros, hein, il y a Josie Nelson, il y a Baralé, mais l'équipe est quand même très très juste hein, du côté de la Picnic, donc pas vraiment de surprise. La surprise, c'est de voir la Cofidis seulement 18e. Je m'attendais à un petit peu mieux pour cette équipe de deuxième division, qui est derrière la Volker Vessel, mais surtout derrière une équipe chinoise, la XDS China Woman Team, qui n'est pas liée à l'équipe d'Astana, cette équipe chinoise, hein, donc qui est 16e pour le moment. Eh bien voilà, je crois qu'on peut parler des autres équipes françaises de deuxième division. Mayenne est 23e devant Saint-Michel, préférence Homme Vert 93 et ma petite entreprise qui démarre déjà bien devant la Loto par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout du côté de cette formation. Eh bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette longue vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao ciao!